Voilà, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc effectivement, je suis ravie moi aussi d'animer cette discussion entre François Jarige, qui est historien, et l'historienne de l'architecture et des techniques Fanny Lopez. Donc pendant 1 heure et demie, tous ensemble, on va parler réseau, on va parler infrastructure, ces grandes installations qui conditionnent l'activité économique, donc infrastructure des transports, d'énergie, d'eau. On va parfois utiliser des mots un peu techniques, mais alors c'est ce qu'on s'est dit avec François et Fanny, surtout justement ne pas laisser penser que ce débat est un débat technique, réservé et confisqué par les ingénieurs ou par les techniciens, même si on aime beaucoup les ingénieurs et les techniciens, mais c'est évidemment avant tout un débat politique, un débat social, culturel. On va parler aussi d'imaginaire, même assez régulièrement, tout au long de la conversation. Et effectivement, c'est des sujets qui sont au cœur du débat politique à l'heure actuelle. Alors, je vais vous présenter un peu plus précisément dans quelques secondes, mais juste avant, pour revenir sur les grands thèmes du débat, Fanny Lopez, dans votre livre « L'ordre électrique », vous rappelez qu'il fut un temps, au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, où les infrastructures étaient une fierté, on faisait des palais pour la fée électricité, on érigeait des centrales électriques comme des cathédrales, on pense notamment au barrage de Donzère sur le Rhône, dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre. C'était des infrastructures monumentales qui incarnaient cette foi dans le progrès conquérant, progrès technologique, progrès économique, qu'on pensait souvent illimité, et qui incarnait aussi des services publics et un État fort, stable, égalitaire, sûr. En tout cas, on le croyait à l'époque. Pourtant, depuis quelques années, depuis les années 2000, on voit se multiplier les mobilisations, les contestations face à ces grandes infrastructures. Alors évidemment, on pense à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes contre l'aéroport en France. Il y a aussi les mobilisations contre l'enfouissement, le centre d'enfouissement des déchets à Bure en Moselle, les déchets nucléaires. C'est aussi parfois dans notre genre les mobilisations contre les parcs éoliens. Et il n'y a pas en fait une semaine, un mois sans que les infrastructures, de nouvelles infrastructures qu'on prévoit ou celles qu'il faudrait fermer se multiplient. Alors cette contestation grandissante sur les infrastructures et les ressources qu'elles engagent, évidemment plusieurs causes, notamment peut-être le fait qu'on s'est rendu compte qu'elles n'étaient peut-être pas si sûres qu'on l'imaginait. Et je cite juste un rapport de France Stratégie. Alors France Stratégie, c'est cette institution qui a remplacé le commissariat au plan, qui dépend de Matignon, et qui a dit en mai qu'elle craignait des dommages en cascade sur les infrastructures de réseau, notamment réseau électrique, suite aux tempêtes qui se multiplient, aux inondations. Donc on voit bien que même les grosses infrastructures que certains pensaient ou voulaient penser éternelles, sont beaucoup plus fragiles. Et puis surtout, évidemment, cette contestation de ces grands systèmes techniques va de pair avec une contestation bien plus générale du système économique productiviste, centralisé, carboné, qu'elles sous-tendent. Donc tout au long de cette table ronde, on va plonger dans l'histoire de l'avènement de ces infrastructures, comprendre comment historiquement elles ont structuré nos espaces, nos villes, nos systèmes économiques et sociaux et même nos imaginaires, je le disais. Puis nous analyserons la crise qui touche et les contestations qui se multiplient, donc comme je disais, ces infrastructures, et puis quelles sont les pistes, enfin, peut-être, d'infrastructures plus solidaires, plus sobres, plus justes, plus démocratiques aussi, qu'on pourrait espérer voir apparaître. Donc Fanny Lopez, vous êtes donc historienne de l'architecture et des techniques, maîtresse de conférences à l'ENSA Paris-Est à l'université Gustave Eiffel. Et vos activités de recherche portent sur l'impact spatial, territorial et environnemental des infrastructures énergétiques, particulièrement l'électricité, on verra. Vous avez publié plusieurs livres. Le rêve d'une déconnexion, qui était issu de votre thèse et qui a été publié en 2014 aux éditions La Villette. L'ordre électrique, donc on va beaucoup parler, sur les infrastructures énergétiques et territoires, donc chez Métis Presse en 2019. Et là, à la rentrée, en septembre, aux éditions Divergence, vous publiez À bout de flux, donc toujours sur ces questions. François Jarige, vous êtes historien, maître de conférence, on l'a dit, à l'Université de Bourgogne. Vos travaux de recherche portent sur l'histoire des techniques et leurs enjeux sociaux et écologiques, donc on est en plein dedans. Vous avez publié Technocritique à la découverte en 2014, au pluriel, Technocritique. Vous avez aussi publié Face à la puissance, une histoire des énergies alternatives à l'âge industriel avec Alexis Vrignon, qui est paru en 2020 aux éditions La Découverte. Donc on va peut-être parler de mots.
avant tout de définition. Françoise Harrige, vous avez un peu essayé de repérer l'usage du mot infrastructure, un mot qui est né à la fin du 19e siècle, mais qui a ressurgi comme ça à plusieurs étapes, de manière plus contemporaine, dans les années 70, et puis aujourd'hui, depuis les années 2000, qu'on voit beaucoup ressurgir dans le débat public. Comment vous définiriez ce que c'est qu'une infrastructure et pourquoi c'est si important d'en parler en ce moment et de parler de ressources? Bon. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors oui, effectivement, le débat pourrait être effrayant parce qu'il peut avoir un côté un peu technique, mais nous, notre objectif, je crois, hein, c'est juste d'ouvrir quelques perspectives, de lancer quelques pistes pour initier la discussion. Donc le débat sur la question des infrastructures est une question essentielle. Je crois qu'on a tous en tête et on a tous conscience du fait que c'est un débat essentiel. Alors oui, la question porte sur la définition. Donc je vais pas donner une définition parce que c'est un terme en fait assez flou, hein, mais je vais proposer un petit retour. Le mot infrastructure est un terme technique hein, qui est employé par les ingénieurs à partir du 19e siècle. Alors ça vient du mot du latin infra, donc c'est ce qui est en dessous. Hein, et c'est ce qui permet toutes les structures matérielles, toutes les structures matérielles qui permettent le fonctionnement de la société en fait. Donc on voit à quel point l'infrastructure c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Chaque société a des infrastructures qui permettent les flux de matière, d'hommes, d'informations pour son fonctionnement. Alors une fois qu'on a dit ça, évidemment on n'a pas dit grand-chose. Le terme infrastructure, donc c'est un terme qui surgit au milieu du 19e siècle et qui est exactement contemporain de l'apparition des premières grandes infrastructures qui vont modeler hein, la façon dont on pense ces infrastructures, dont on les installe, c'est-à-dire le réseau ferroviaire. Et le mot infrastructure, c'est un terme d'abord très technique qui va être forgé pour désigner tout simplement les réseaux ferroviaires qui vont être peu à peu installés pour accélérer les transports au cours du 19e siècle. Les ingénieurs des ponts et chaussées vont utiliser ce terme pour désigner tous les grands travaux, tous les grands aménagements qui permettent de faire fonctionner ces machines à vapeur pour accélérer les transports. Et donc c'est un terme très peu employé et très technique. Hein. Je m'étais amusé dans les débats parlementaires, par exemple dans les années 70, les hommes politiques qui commencent à utiliser le mot, donc le mot passe du domaine technique au domaine plus politique, lorsqu'on débat notamment des choix politiques en matière de financement des infrastructures et des députés qui qualifient ce mot de barbare, parce que c'est un terme qui surgit, qui est encore tout récent dans le lexique. Et depuis un siècle et demi, depuis 150 ans, le mot n'a cessé d'envahir nos langages, nos imaginaires. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, même si on ne sait pas forcément à quoi ça renvoie, le terme est omniprésent partout, et parce que les infrastructures elles-mêmes sont devenues des enjeux centraux de tous les débats politiques. Donc on pourrait faire une histoire des usages de ce mot. On voit il y a des moments où ça s'intensifie, notamment les années 1930 et les années 1970, qui sont des moments de grande crise du capitalisme et d'énormes interventions et d'investissements de l'État pour mettre en place de nouvelles infrastructures pour sortir de la crise du capitalisme. Le mot commence à proliférer, etc. Et donc là, on est justement dans les années 2010-2020, dans un nouveau moment de surgissement, de centralité du mot infrastructure. Aux États-Unis, il y a même des gens qui disent qu'il y a eu un tournant infrastructurel, si on veut bien utiliser du langage abscon, un tournant infrastructurel pour désigner les travaux aujourd'hui en sciences sociales. Alors que pendant longtemps, c'était un terme essentiellement d'ingénierie, un terme technique d'ingénieur. Aujourd'hui, c'est un terme qui a envahi aussi la sociologie, l'histoire, toutes les sciences humaines et sociales, parce qu'en réalité, ces structures matérielles sont ce qui te fait tenir, et c'est ce qui modèle largement les structures politiques, sociales et imaginaires aussi. Voilà. Alors, on va continuer sur la piste des mots. Il y a un autre mot, Fanny Lopez, qui est proche d'infrastructure et qui est très important, c'est le mot réseau aussi. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un réseau? Qu'est-ce que c'est que cette chose qui circule? Merci aussi pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Avant d'arriver très vite sur le mot réseau, peut-être revenir aussi sur ce terme d'infrastructure en disant qu'en effet, il y a plusieurs familles d'infrastructures, l'eau, les déchets, l'électricité, le ferroviaire, et à chaque famille correspondent des spécificités techniques, des échelles aussi particulières, des typomorphologies, c'est-à-dire des formes en termes de bâtiments, d'agencement, etc., etc. Donc, on a des historiens de l'électricité, du ferroviaire,
ferroviaire, chaque fois on a des mondes. Dans le terme d'infrastructure aussi, on a la notion de structure, et tu l'as bien dit, et ça je trouve que c'est super important parce que ça nous renvoie aussi à des problématiques aujourd'hui c'est excessivement contemporain, hein, la structure de nos sociétés. Donc c'est une approche aussi assez matérialiste, hein, c'est des modes de vie, des modes de consommation. La majorité des infrastructures sur lesquelles on vit aujourd'hui, l'électricité peut-être en particulier, mais pas que, ont été conçues à la fin du 19e siècle, à un moment donné où on voyait peut-être le monde un peu différemment, ou en tout cas la façon dont on les a conçues, ces infrastructures étaient porteuses, oui, d'idéal, progressistes, technophiles, etc. Et on voit bien aujourd'hui que ça craque de partout. J'aime bien aussi dire qu'un projet d'infrastructure, c'est un projet de société. On dit que les infrastructures, c'est des régimes socio-techniques. Donc on voit toute la dimension sociale qu'il y a derrière. C'est pas juste de la technique, ça fait circuler des flux, des personnes, de la nourriture, de l'électricité, etc. Donc ça organise véritablement la société. Et c'est Cornelius Castoriadis qui disait, et j'aime beaucoup cette phrase, on ne peut pas changer de société sans changer d'infrastructure. Donc pour revenir vraiment à ces bases très, très matérielles. Et le terme du réseau, il est aussi proche. On dit infrastructure, réseau, on pourrait dire les infrastructures c'est des points, le réseau c'est des lignes, enfin cette sorte de dimension un peu arachnéenne qui se poursuit dans une sorte d'étalement. Le terme de réseau aussi il est intéressant d'un point de vue sémantique parce que ça vient du latin retis qui signifie le filet. Au départ c'est un outil de capture des petits animaux, donc il y a la notion de capture et donc cette tension sémantique, le réseau il est à la fois circulation et contrôle, lien et surveillance, abondance, il nous donne tout un tas de produits, de flux, etc., mais aussi dépendance. Et c'est par le biais des réseaux que les ressources ont été capturées, les territoires conquis. Donc il y a aussi toute cette histoire derrière cette notion de réseau qui est, on pourrait dire, hein, une forme d'outil par excellence, hein, de mise en ressources du monde. Et puis voilà, cette actualité très forte aussi que tu soulignais sur le terme de grand système technique, mais on y reviendra peut-être plus tard. Alors, si je peux ajouter un petit mot, il y avait une chose sur cet usage du mot infrastructure, il y a un auteur qui a joué un rôle très important pour la diffuser en dehors du milieu des ingénieurs et pour en faire un objet politique, c'est Karl Marx. Dans le Capital 1867, dont la publication est exactement contemporaine de l'installation de l'infrastructure ferroviaire et des premiers grands réseaux de télégraphie électrique, Marx va faire de l'infrastructure un élément central de son analyse, puisque l'infrastructure, c'est tout le système de production, les rapports de production qui structurent et font fonctionner la société. Donc dans l'analyse historique marxienne, il y a en fait une attention aux infrastructures parce que c'est elles qui déterminent aussi les transformations sociales. Et ça, évidemment, la présence du mot infrastructure dans le marxisme historique va jouer un rôle important tout au long du XXe siècle. Le mot va être très présent dans les discours de la gauche, quoi. Et du coup, ouais, la ville aussi, en accord avec ça, et ça aussi c'est super important, parce que en faisant du champ de l'architecture et de l'urbanisme, on peut dire l'histoire de l'urbanisme moderne, c'est l'histoire de l'urbanisme des grands réseaux. Si on prend l'histoire des grands plans de l'urbanisme, Cerda à Barcelone, Haussmann à Paris, Cerda avant tout c'est un ingénieur de réseau, donc c'est un ingénieur de réseau qui est urbaniste, donc toute l'histoire et l'organisation urbaine découlent de l'organisation des flux et de ces structures, visibles ou invisibles, mais qui donnent forme et donne corps à nos sociétés. Puis si on veut continuer à croiser des grands noms ou des grandes philosophies, il y a aussi les Lumières. Vous dites que le mot réseau était très lié aussi, je crois que c'est Rosalind Williams qui a travaillé là-dessus, au développement, aussi à l'idée de développer la circulation des idées, du savoir. Donc effectivement, que ce soit chez Marx, dans les Lumières, Saint-Simon aussi. Enfin bref, il y a tout là quelque chose d'intéressant aussi sur la circulation des idées. Oui, toute l'idéologie progressiste qui est associée, le réseau, c'est du lien entre des forces d'agir. Enfin, il y a toute cette dimension qui est très présente dans les sciences sociales, au-delà de la dimension technique. Faire du réseau, c'est faire du lien. Donc c'est aussi ce terme qui est très fort et qui est aussi très beau, qui peut aussi nous réconcilier peut-être un peu avec la technique, mais on verra quelle technique. Alors, très récemment encore, on a parlé infrastructure. Il y a quelques mois, le gouvernement français a décidé de l'installation d'un terminal flottant de gaz naturel liquéfié au Havre pour faire face aux pénuries de gaz suite à la guerre ukrainienne. Tout à fait autre chose à Amsterdam. L'aéroport d'Amsterdam a décidé au mois de juin de limiter le nombre de vols à 440 000 vols annuels pour répondre aux riverains. Qu'est-ce qu'il y a ? Le nombre ?
limité à 440 000. J'ai dit quoi? Non, mais c'est bien. C'est ça? Ah oui, c'est énorme, oui, ça reste encore, mais enfin, il y en a encore plus. Et à Roissy, il y en a encore plus aussi, hein, il y en a plus que 440. Parce que justement, des riverains de Roissy veulent aussi qu'à l'image d'Amsterdam, on limite le nombre de vols. Donc c'était pour les riverains, pour la pollution sonore. Donc ils ont réussi, il y a quelques luttes comme ça qui l'emportent et qui réussissent. Alors pourquoi justement toutes ces controverses, François Jarige, pourquoi elles sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui? On a commencé à le dire. Et pourquoi ça revêt justement, débattre de ces infrastructures, ça revêt une importance fondamentale à l'heure actuelle? Ça revêt une importance fondamentale parce que, comme on l'a dit d'emblée dans la définition, les infrastructures sont le soubassement de tous les flux de matière, les flux d'informations et les flux d'hommes qui déterminent notre rapport au monde et qui sont à l'origine très largement des crises écologiques contemporaines. Donc, alors, comme historien, parce que c'est ma casquette, donc excusez-moi si je reviens toujours un peu au passé, c'est pour ça que je suis là, on m'a demandé. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a 3 raisons pour lesquelles on conteste les infrastructures. C'est pour caricaturer, mais pour dire les choses. Il y a 3 raisons, et ces 3 raisons, aujourd'hui, s'allient, ce qui explique la très forte conflictualité autour des infrastructures. Mais c'est déjà, rappelez que tout projet d'infrastructure suscite des oppositions, et c'est très vieux. Souvent, elles sont oubliées une fois que l'infrastructure est installée. Une fois qu'elle est installée, elle paraît naturelle. On a l'impression qu'elle a été là de toute éternité. Mais il y a un moment, l'infrastructure naît et s'impose. Et elle s'impose, par définition, une infrastructure, ça a une emprise matérielle, une emprise physique sur des sols, sur des territoires, ça concurrence d'autres activités, etc. Donc ça suscite des tensions, des conflits. D'une certaine manière, si on fait l'histoire des infrastructures, on voit que c'est l'histoire de négociations socio-techniques entre des acteurs, entre des projets étatiques plus ou moins délirants. Et parfois, ces projets sont obligés de négocier avec des réalités de terrain. Donc les conflits autour des infrastructures sont très anciens. L'installation des réseaux de chemin de fer a suscité des débats sans nom, avec des conflits très violents. En 1948, on mutait le feu aux gares. Les mariniers autour de Paris ont profité de la révolution de 1948 pour aller incendier toutes les gares autour de Paris dans lesquelles ils voyaient un concurrent qui allait faire disparaître le transport sur les canaux, etc. Donc il y a une conflictualité. Je dirais donc il y a 3 raisons pour lesquelles on s'oppose à une infrastructure, et aujourd'hui ces 3 raisons sont associées. Il y a une raison sociale, parce que l'infrastructure est accusée de remettre en cause des positions établies, des métiers, des activités. Il y a une raison politique. L'infrastructure, dans son sens contemporain, c'est-à-dire que c'est des dispositifs de plus en plus gigantesques. Donc l'infrastructure est liée étroitement à l'État moderne. C'est-à-dire que l'histoire des infrastructures, c'est l'histoire de l'emprise croissante de l'État sur les corps et sur les territoires. Pour développer le réseau ferroviaire, il a fallu l'intervention de l'État. La grande loi de 1842 qui installe l'infrastructure ferroviaire en France prévoit que l'État prendra à sa charge la construction des ouvrages d'art, tout ce qui coûte cher, les ponts, les tunnels, les grands chantiers de terrassement qu'il fallait. Il faut imaginer l'ampleur des travaux, tout à la main à l'époque. Et les compagnies privées seront chargées de gérer la circulation sur le réseau. Donc d'emblée, en fait, l'État est l'acteur central. Donc il y a une deuxième raison pour laquelle on s'oppose aux infrastructures, c'est une opposition politique contre un État central accusé d'attaquer des territoires, d'attaquer au profit. Alors c'est toujours la question de qu'est-ce que le bien commun. Donc l'État dira qu'il est le porteur du bien commun, et au nom de ce bien commun, ou le bien de la nation, et comment on définit le bien de la nation, c'est toute la question. Qu'est-ce qu'on met en avant pour définir ce bien de la nation? On impose des choses à des populations, à des territoires qui peuvent avoir d'autres conceptions du bien commun. Donc il y a des oppositions politiques régulières. Il s'est passé la même chose avec l'électrification, il s'est passé la même chose avec les autoroutes, il s'est passé avec des variations infinies selon les contextes et les périodes. Puis il y a une troisième raison pour laquelle on s'oppose à une infrastructure, pour des raisons écologiques. Une infrastructure, elle remodèle le territoire, elle remodèle les cours d'eau, elle remodèle le type d'activité qu'on a sur un territoire. On bétonne. Et donc quand on bétonne quelqu'un toujours. Ou on bétonne, en tout cas, un territoire qui appartient à quelqu'un ou un territoire qui avait d'autres usages avant cette bétonisation. Et donc cette question de l'écologie, en tout cas des usages du sol, qu'est-ce qu'on priorise comme usage du sol, faire passer une autoroute ou bien développer des activités agricoles, c'est une question qui là aussi n'est pas récente, mais qui est montée considérablement en puissance dans les dernières années. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a les 3. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux sociaux très forts, il y a des enjeux politiques très forts sur une certaine définition du bien commun portée par un État modernisateur, et il y a des enjeux écologiques qui aujourd'hui sont devenus premiers. Donc tout
Donc vous avez raison, il y a une politisation considérable des infrastructures. Qu'est-ce qu'on appelle une ZAD, une zone à défendre? C'est par essence, la plupart des ZAD sont liées à des contestations de projets infrastructurels. Que ce soit un écoquartier, un aéroport, une ligne de le Lyon-Turin qui va construire 40 km de souterrain sous les Alpes. Tout ça, il y a derrière ça des enjeux évidemment écologiques très forts. Et aujourd'hui se rajoute le fait qu'on a pris conscience du fait que l'infrastructure, évidemment, c'était à l'origine des crises environnementales, puisque c'est les infrastructures qui permettent d'intensifier les consommations et les flux de toutes les matières qui sont à l'origine de l'effondrement environnemental contemporain. Donc tout ça explique assez logiquement qu'on soit dans un moment de très forte conflictualité autour de ces objets qu'est une infrastructure. Et je veux bien compléter un peu aussi. Je pense qu'on est à un moment aussi de crise des infrastructures. Il y a une histoire, il y a une ancienneté, des contestations, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est à un moment, peut-être depuis une dizaine d'années, assez particulier, où dans le débat public, c'est revenu très fort, avec l'histoire des ZAD, ça a été dit. Cet axe environnemental de la crise, tu l'as développé. Il y a aussi un axe technique, c'est-à-dire la durée de vie des systèmes, tout simplement. Il y a une sorte d'effritement de la matérialité. Enfin, hier matin, on parlait du béton. On a l'impression que ces immenses objets sont inébranlables. En fait, c'est des colosses au pied d'argile. Ça s'effrite, ça tombe, les viaducs, les centrales nucléaires. Il y a je sais pas, 37, 32 réacteurs à l'arrêt ou en cours de... Voilà. Donc on est aussi avec des objets qui ont été conçus il y a 50, 100 ans et qui sont traversés par ces vieillissements-là, le vieillissement et la durée de vie des systèmes, mais aussi des transitions techniques. J'ai un peu travaillé sur les télécoms. On a les centraux téléphoniques aujourd'hui qui disparaissent au profit des data centers. Donc on a des trous dans la ville, sous Paris, sous les Tuileries. Sous le jardin des Tuileries à Paris, vous avez une immense centrale téléphonique vide, puisque les transitions techniques vers le numérique font que les data centers s'établissent plutôt sur des fonciers disponibles, sans bâti, puisque c'est trop compliqué et trop cher surtout de transformer ces lieux-là. Donc aussi des transitions techniques qui font que certains objets sont abandonnés. Donc cet axe aussi technique et politique aussi, tu l'as dit, et ça je pense que c'est aussi très, très fort et très présent aujourd'hui, puisque l'idéal social de la grande infrastructure comme édifice de service public, conçu pour le plus grand nombre, avec toute cette question de la solidarité qu'il a portée pendant très longtemps, cette sorte de parenthèse sociale un peu, qui a eu à un moment donné à l'intérieur du capitalisme, c'est complètement effrité. Les grands mouvements de libéralisation des années 80-90 ont aussi accéléré la crise et la fin du service public, on l'a vu pour les hôpitaux, enfin en fait on le voit pour l'ensemble des services publics, et cette façon de chercher aussi à recomposer du commun, des communs énergétiques, des communs, enfin sur tout un tas de ce qui nous est essentiel. Donc cette crise aussi, du public est aussi une façon de crise politique de questionner ces objets. Et donc les objets techniques aujourd'hui, sont en proie à de nouvelles configurations. Et il y a, je pense, un champ pour la question de la technique. On parle beaucoup de la question du vivant. Alors, il ne s'agit pas d'opposer le vivant et la technique. Les penseurs du vivant, c'est tout un champ. Et aujourd'hui, il semblerait qu'il y a aussi un peu un retour sur cette question de la technique dans le champ des sciences sociales en ce moment. Je ne sais pas si c'est une intuition. Sur le retour de cette question dans les sciences sociales. Oui, dans les sciences sociales et même plus largement dans le débat politique. Mais tu as totalement raison. Et d'ailleurs, le surgissement de la question du vivant, il est, en fait, si on y réfléchit bien, il est étroitement lié à la question de la technique. Mais le problème avec la technique, c'est que c'est un concept tellement flou, tellement vague, tellement idéologique aussi, dans lequel on peut mettre tellement de choses différentes, puisque la technique au sens strict étymologique, c'est un dispositif pour réaliser une action. Mais donc l'homme est technicien. Donc le problème, c'est que politiser et parler politiquement ou dévoiler les enjeux politiques, sociaux, qui ne sont pas proprement techniques dans ce qu'on appelle la technique, est toujours compliqué. Parce qu'on se heurte à un certain nombre de représentations inconscientes antérieures, selon laquelle il n'y a pas à avoir de débat sur la technique. La technique, c'est ce qui est toujours le plus efficace. Donc la technique relève d'un certain champ d'expertise, contrôlé par des techniciens, au sens large. Et donc, la technique est ce qui a été historiquement depuis 2 siècles exclu du débat public, je crois, exclu de tout débat politique. Et ce qu'on redécouvre massivement aujourd'hui, c'est que la technique, c'est pas quelque chose juste de neutre qui avancerait par progrès successifs, mais la technique, en fait, c'est une manière de cristalliser des rapports sociaux dans des dispositifs matériels. Et donc, on est
Donc ça ne veut rien dire d'être contre la technique en général, puisqu'on est toujours des êtres techniques qui médiatisons notre rapport au monde par des artefacts, des outils, des objets, des dispositifs plus ou moins complexes. La question, c'est de comprendre en fait que dans chaque technique transporte un certain ordre social, un certain imaginaire culturel et une certaine organisation politique du monde. Donc, une fois qu'on a compris ça, évidemment, la technique, on la trouve partout et on se rend compte qu'elle est partout politique. Et que faire des choix politiques, c'est aussi faire des choix techniques. Et aujourd'hui, plus que jamais, et d'ailleurs le débat précédent sur la question des OGM et des biotechnologies est en plein dans cette perspective-là. Et d'ailleurs, la question des biotechnologies a largement contribué aussi à la politisation de la question de la technique au début du XXIe siècle. Et les faucheurs d'OGM, qui étaient des collectifs quand même militants qui allaient détruire des champs d'OGM, ont réactivé l'idée même qu'il était possible de s'opposer à des trajectoires techniques lorsqu'elles étaient considérées comme néfastes pour le vivant et pour le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a une politisation de la technique, parce que précisément elle apparaît comme la principale cause de la destruction du vivant. D'où le lien intime et le surgissement parallèle de ces deux dimensions, je crois. Et alors, François Jarry disait que les critiques au système ferroviaire, au réseau ferroviaire, étaient nées quasiment en même temps que les réseaux ferroviaires. Est-ce que c'est vrai aussi pour l'électricité, ou est-ce parce qu'aujourd'hui l'électricité, évidemment, au moins en France, à minima, ça nous fait penser nucléaire, donc il y a tout de suite débat politique. Mais est-ce qu'à l'origine, il y avait déjà quelque chose de conflictuel, de politique autour de l'électricité, qui était quand même invisible, qui était moins matériel? Oui, absolument. L'histoire de l'électricité, c'est une histoire de bataille, de courants, d'échelles, de modèles de société, d'établissements humains, etc. On a toujours tendance à croire que ce qu'on a aujourd'hui est le résultat d'une construction linéaire et progressive, etc. Or non, on a eu énormément de conflits. À la fin du 19e siècle, au moment où l'électricité apparaît, on a des micro-réseaux qui sont maillés. La connexion à grande échelle est une utopie technique. La connexion à des échelles nationales est une utopie technique, internationale, intercontinentale. Le réseau électrique européen va mettre des dizaines d'années à se développer. Il faut attendre les années 80 en Europe pour passer d'un pays à l'autre. Enfin, c'est une histoire qui est excessivement complexe. Et c'est passionnant aussi de voir, quand on rentre dans cette histoire de l'électricité, qu'il y a une histoire de la pensée décentralisatrice, des micro-réseaux, des infrastructures de petite échelle, qui est concomitante en fait à l'histoire des grands réseaux, des infrastructures de très grande échelle. Ça a été des combats, etc. Et puis, il y a un modèle, à un moment donné, une forme aussi d'homogénéisation technique qui a été mise en place. Il y a aussi une histoire absolument passionnante du municipalisme électrique, puisque au début l'électricité était gérée par des régies communales. Il y a une loi en 1905 qui va permettre à l'État d'intervenir au niveau communal et municipal et donc de venir gérer la distribution et la transmission. Et c'est un collègue, François-Mathieu Poupeau, qui a travaillé là-dessus, et j'aime bien toujours le citer parce que c'est passionnant, qui montre qu'au moment même de la création d'EDF en 1947, on a des débats à la tête d'EDF pour savoir si on va aller vers un modèle ultra centralisé tel qu'il va advenir, ou sur un modèle beaucoup plus décentralisé avec des établissements publics de distribution gérés à des échelles régionales, donc une sorte de localisme électrique entre guillemets, qui n'empêche pas d'avoir des interconnexions à des plus grandes échelles, puisqu'il y a toute cette question qui consiste à dire que les réseaux, c'est aussi la solidarité. Un territoire qui n'est pas pourvu doit avoir au même moment, au même instant T, aussi de l'électricité, mais d'autres modèles d'interconnexion que celui qui s'est déployé aujourd'hui. Donc oui, l'histoire de l'électricité est riche d'utopies techniques, et ces utopies techniques ont aussi notamment été nourries par des projets d'architectes et d'urbanistes de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire, même s'il y a eu une parenthèse peut-être un peu moins dans les années 80. On a souvent tendance à penser qu'il y a toute la période de la contre-culture, les années 70, l'autonomie énergétique, les énergies alternatives, etc. Mais cette histoire commence bien avant. Dès la fin du 19e, il y a des lotissements autosuffisants en Allemagne d'un architecte qui s'appelle le Beret Schmig. Frank Lloyd Wright, dans ses utopies urbaines, développe aussi des micro-réseaux et défend la connexion à minima en disant si l'architecture est bien faite, on a aussi moins besoin d'électricité. Enfin, il y a vraiment une richesse. Et donc ça, c'est aussi l'histoire et tous les antécédents. Enfin, l'histoire regorge d'antécédents conceptuels et expérimentaux qui nous donnent de la force et de l'espoir. Alors, il faut aussi revenir à l'histoire pour mieux comprendre comment l'infrastructure des ressources, a rendu certes le monde
possible tel qu'il est, mais aussi comment elles ont structuré bien au-delà, évidemment, de l'électricité ou de l'énergie ou des transports, nos rapports sociaux, nos systèmes politiques même, parce que ça a un impact sur les systèmes politiques, et nos imaginaires, comme on le disait. François Jarich, comment se sont développées justement les infrastructures à partir de le milieu, fin du 19e, et peut-être qu'on peut partir sur l'exemple, encore une fois, ferroviaire, qui a été, selon vous, un des modèles de développement. Oui, alors c'est vrai que la question est vaste, je ne sais pas comment y répondre là. J'avais un petit truc que je voulais rajouter, excusez, sur ce que disait Fanny juste avant, là, sur les débats entre l'électricité municipale, ou, en lien avec la question des ressources. Il y avait un débat très intéressant à la fin du 19e siècle, il y a aussi des modèles de production d'électricité en lien avec les ressources. C'est-à-dire que, par exemple, en France, le problème structurel, c'est qu'il faut importer un tiers du charbon. La France manque de charbon. Donc à la fin du 19e siècle en France, par rapport au modèle britannique des centrales thermiques à charbon pour fournir de l'électricité, la France va être le pays où on va inventer toute une série de formes de production d'électricité qui devaient être plus satisfaisantes, mais pour des raisons économiques, hein, parce que la France, le charbon coûtait plus cher en France qu'en Angleterre. Donc en France, par exemple, on va inventer ce qu'on appelle la houille blanche. Je vais faire comme s'il ne se passait rien. La houille blanche, la houille verte. Et il va y avoir un énorme discours à la fin du 19e siècle sur le fait que la France, grâce à ses ressources hydrauliques notamment, va pouvoir développer une électricité propre. Une électricité sans dépendre du charbon, sachant que le charbon fait déjà énormément de débats à la fin du 19e siècle. La pollution des villes au charbon, les villes en fumée, c'est une réalité très massive au 19e siècle. Donc il y a tout un discours très dynamique à la fin du 19e siècle sur l'électricité propre qui correspondra à un modèle d'industrialisation à la française par rapport à l'industrialisation britannique. Là, je te dis bravo, vraiment. Je peux faire. Non, t'es excellent. Je suis protégé par le truc. On fait quoi, là? Qu'est-ce qu'on fait Ça va être compliqué de se déplacer. Vous vous sentez comment, là? Mouillé ou... Non, ça va? Pas encore totalement. Bon. Alors, donc, les canaux, le chemin de fer. Oui, non, alors... Non, mais comme je disais, l'histoire des infrastructures, voilà. C'est une très longue histoire, parce qu'il y a déjà des infrastructures dans l'Antiquité. Évidemment, l'Empire romain est bien connu pour avoir construit les premières grandes infrastructures routières, les premières grandes infrastructures énergétiques, des moulins hydrauliques très importants. Les infrastructures, en fait, ont un peu décliné avec la fin, parce qu'on voit le lien étroit entre l'État et les infrastructures. Les grandes infrastructures sont liées à des empires et à des États centralisés. Au Moyen-Âge, il y a un déclin des infrastructures qui vont peu à peu remonter en puissance avec l'État moderne à partir du XVIIe siècle. Les premiers grands modèles d'infrastructures qui vont modeler la façon dont on les pense, dont on les construit, c'est sans doute les canaux, en fait, au XVIIIe siècle. D'ailleurs, vous savez, les premières grandes écoles d'ingénieurs d'État en France vont être créées par l'État absolutiste, l'école des ponts et chaussées notamment, au milieu du 19e siècle, pour développer les infrastructures routières, afin d'accélérer les transports, et dans un contexte d'expansion du commerce et de libéralisation des échanges. Le moment de bascule, quand même, c'est le chemin de fer. C'est-à-dire, c'est intéressant de voir que les infrastructures, les grandes infrastructures de canaux, on a eu du mal à oublier. On a un peu oublié, évidemment, l'importance des canaux, parce qu'ils sont devenus aujourd'hui juste des infrastructures qu'on maintient pour le folklore et pour du tourisme un peu périphérique. Mais les canaux, au début du 19e siècle, il y avait une utopie des canaux. C'est-à-dire que les canaux devaient être ce qui allait permettre de connecter les grandes puissances économiques, d'intensifier le commerce, etc. Et le paradoxe, c'est que les canaux, les grands investissements dans la construction des canaux, s'achève au moment où apparaît le chemin de fer. Donc les canaux n'ont jamais été utilisés comme ils auraient pu être utilisés, où l'utopie initiale de l'infrastructure des canaux a un peu est devenue obsolète au moment où elle est devenue réalité. Le canal de Bourgogne est achevé en 1835, au moment où on est en train d'installer les premiers réseaux de chemin de fer dans la région lyonnaise, quoi. Donc il y a un autre. Donc le chemin de fer va jouer un rôle majeur, parce que le chemin de fer va donner, je crois, son identité à la forme infrastructure. C'est-à-dire la façon dont l'État intervient. Le chemin de fer, c'est aussi autour du chemin de fer que va émerger tout un groupe. Là, ça va être dur, là. Comment on appelle ça, des gradins pour qu'on puisse voir de très loin les voitures qui tournaient. Et finalement, ça a une polémique énorme, mais énorme enjeu. C'est-à-dire que les compagnies ferroviaires, les fabricants d'électricité investissent pour développer. Donc on voit en fait comment l'infrastructure, souvent c'est comme ça, l'infrastructure vise en fait à accompagner de nouveaux usages qui émergent et qu'on veut installer. Et c'est pareil ce qui se passe aujourd'hui avec le numérique.
toutes les nouvelles infrastructures numériques qu'on déploie de tous les côtés pour accompagner les nouveaux usages, en fait, sont présentées comme indispensables et nécessaires parce que le numérique est lui-même devenu indispensable, comme l'automobile. Bon, là je m'embrouille. Vous voyez un peu l'idée. Donc derrière l'infrastructure, il y a l'idée d'une acclimatation en fait de pratiques sociales, de nouveaux dispositifs dont les populations ne voient pas forcément ni l'intérêt ni les enjeux, mais certains acteurs économiques, eux, veulent stimuler et pousser. Et là, pour cela, l'histoire de l'automobile est passionnante. Parce que ces autodromes d'avant 1914, évidemment, c'est des autoroutes dans les régimes fascistes des années 30, et puis c'est toute l'histoire de l'infrastructure automobile jusqu'à nos jours qu'on peut lire à ce tone-là. Voilà, je m'arrête là. On voit bien comment l'infrastructure appelle l'infrastructure. Et l'infrastructure appelle l'infrastructure. C'est pour ça que l'histoire contemporaine n'est pas l'histoire de transition d'une infrastructure à l'autre, on y reviendra peut-être. L'histoire contemporaine, c'est l'accumulation de strates d'infrastructures successives. On a mis, il y a toujours des réseaux ferroviaires, il y a toujours des réseaux hydrauliques, il y a les réseaux d'électricité, les réseaux de gaz, les réseaux routiers, etc. Et à chaque fois, on rajoute de nouvelles infrastructures sur les anciennes infrastructures. Alors certaines deviennent obsolètes, sont plus ou moins requalifiées, certaines disparaissent même, mais globalement, notre époque, c'est l'époque des infrastructures maximales. Il y en a partout. Puis, de toute façon, quand on a installé une infrastructure, souvent on ne la démonte pas. Elle reste là, sous forme de friche ou autre. Donc il y a, et notre époque est marquée par cette espèce d'omniprésence des infrastructures qui défigurent les paysages, qui modèlent des pratiques sociales extrêmement néfastes pour la planète, etc. Bon, on y reviendra. Et on commence à bien comprendre, là, Fanny Lopez, comment justement il est difficile de sortir de cet enchevêtrement, de cette accumulation d'architecture. Justement, vous avez appelé votre livre l'ordre électrique, donc ce qui veut bien dire aussi comment l'électricité a modelé au-delà de... Enfin, c'est pas juste évidemment pour allumer les ampoules, quoi. Il y a tout un ordre qui s'est formé autour de ça. Et est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que vous entendez par là et pourquoi c'est si difficile d'en sortir une fois que les infrastructures sont là et donc de changer de modèle? Alors peut-être l'ordre électrique, ça fait référence à trois choses. Il y a d'abord la dimension un peu militaire, ce rapport technologie et politique, cet ordonnancement du territoire, la construction d'une centrale nucléaire, c'est la mobilisation de 300, 500 hectares des excavations absolument monumentales. Enfin, il y a vraiment cette masse des territoires qui ont été dédiés, chamboulés. Enfin, c'est vraiment une sorte de terraformation. Donc, il y a cette question qui est assez centrale. Ce rapport aussi de l'ingénierie, du militaire au civil, donc l'ordre renvoyé à cette question-là. Après, la notion d'ordre aussi, c'est un clin d'œil peut-être un peu plus disciplinaire à l'histoire de l'architecture, puisque dans l'histoire de l'architecture, on parle des ordres classiques. Il y a le langage classique de l'architecture, des temples, l'ordre dorique, ionique, corinthien. Enfin, il y a toute cette histoire-là. Et on pourrait dire d'une certaine façon, peut-être un peu provocant, tout décalé, mais qu'il y a une sorte d'ordre énergétique qui vient à la fin du 19e remplacer l'ordre classique de l'architecture, dans la mesure où avec l'électricité, qu'importe de savoir où vous êtes situé, l'orientation des bâtiments, l'épaisseur des murs, enfin ça change complètement. Le monde de l'édification, toute échelle confondue, est absolument bouleversé par l'arrivée de l'électricité. Et donc c'est aussi derrière la perte d'un certain nombre de savoir-faire, toute l'histoire du bioclimatisme, la question des low-tech dont on aurait aussi bien besoin aujourd'hui, on pourra en reparler, qui s'efface un peu derrière tous les emblèmes de l'architecture moderne aujourd'hui. Par les temps qu'il fait, vous ne tenez pas 48 heures dedans. Enfin, donc il y a aussi cette question-là de l'histoire de l'architecture qui est aussi une histoire de l'architecture électrique, on pourrait dire. Et donc c'est liens très forts entre histoire de l'électricité, histoire de l'urbanisme. Et l'ordre renvoie aussi peut-être à la nécessité de changer les hiérarchies instituées pour faire remonter la question des ressources, tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui, et de changer peut-être cet ordre des choses. Je voulais peut-être juste rebondir à ce que tu disais sur la question des transitions, qu'en effet on est plus dans des dynamiques d'accumulation que de transition énergétique, et ça on le voit bien aussi avec le phénomène du numérique aujourd'hui, puisque le numérique a un double, c'est l'infrastructure électrique. Pour faire fonctionner les data centers, il faut des centaines de gigawatts électriques à l'échelle du monde. C'est une consommation immense. La question de la transformation de l'infrastructure électrique, elle se pose aujourd'hui. Alors vous avez peut-être entendu parler, il y a le réseau de transport d'électricité RTE, c'est les autoroutes de l'électricité, c'est la circulation de 63 000 à 400 000 volts, les lignes à très haute tension qui partent des sites de production et qui acheminent l'électricité vers le réseau de distribution, qui est le réseau de plus petite échelle, là qui va encore faire baisser la tension, et cette basse tension va aller chez les consommateurs. Et RTE a présenté
en octobre 2021, un grand plan d'infrastructure. Hein, ça faisait un petit moment que cette prospective-là n'avait pas été présentée. Donc un grand plan de prospective électrique avec un document immense où là aussi on a aussi tout le discours technique, d'expertise, je ne sais pas combien d'experts, un document de plus de 1000 pages, etc. Et plusieurs scénarios qui sont présentés. Et je ne rentre pas trop dans les détails parce que c'est une grosse machine, mais le scénario central de référence, c'est-à-dire celui qui est considéré comme étant le plus probable, nous annonce que notre consommation électrique va monter de 35%. Donc on a une hausse de la consommation électrique de 35% qui résulte de la grande électrification des usages. En fait, ce qui est en train de se passer en ce moment avec aussi toute la numérisation, c'est en fait une hausse de la question de l'électricité dans absolument l'ensemble des services. On le voit bien avec le véhicule électrique, les objets connectés, etc. En substitution au pétrole. Et dans ce scénario qui est présenté, il est vraiment écrit, noir sur blanc, ou dans la conférence de presse aussi que vous pouvez écouter, qu'il va y avoir un déploiement massif de nouvelles sources de production, alors que ce soit, il y a plusieurs scénarios, il y en a un 100% renouvelable, l'autre 100% nucléaire, d'autres qui sont un peu plus mixés, mais dans tous les cas, on va avoir une croissance d'infrastructures, puisque les réseaux aujourd'hui, tels qu'ils sont constitués, en fait, doivent être réhabilités, entre guillemets, améliorés pour faire face à ces changements qui arrivent. Donc ça aussi, c'est un point qui est assez important. Hein. Le réseau tel qu'il est pose un certain nombre de problèmes, mais on est finalement aujourd'hui dans une situation de renforcement, l'ensemble des opérateurs électriques réseau, et si on s'amuse à repérer les termes qu'il y a dans ce rapport RTE, c'est des notions évidemment de croissance, d'investissement, de complexification, de flexibilité qui sont en première ligne. Et pour faire là aussi encore un clin d'œil avec l'actualité, un certain nombre de feux qui sont aussi déclenchés, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, sont aussi dus à des réseaux électriques qui sont en mauvais état, parce qu'il y a aussi un déficit d'investissement public. Voilà, donc je ne sais plus vraiment quelle est la question. On a répondu à la question, c'est qu'on voit bien la difficulté à sortir de ces infrastructures monumentales, déjà techniquement. Et le renforcement qui se produit, le renforcement d'un modèle. Parce que, et pardon, je vous coupe, mais juste ce qui me semble aussi fondamental sur la question de l'électricité aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de débats sur, en effet, quand on parle de décentralisation, souvent, on parle de la décentralisation de la production. C'est-à-dire, vous allez avoir en Enercop, vous connaissez probablement, de production 100% renouvelable, il y a d'autres producteurs d'électricité dans certaines régions, etc. Mais sur la branche distribution et transport, qui est vraiment la structure même du réseau, on n'a pas de débat. Or, et c'est ce qui me semble un point assez important dans ce scénario RTE, ou en tout cas une des critiques qu'on pourrait faire, alors, c'est qu'à un moment donné où on se pose la question de l'arrêt, ou en tout cas du démantèlement peut-être de 2/3 de notre appareil productif, là on parle du nucléaire, en France, plus de 70%, on voit bien tout le problème qu'il y a autour du nucléaire, la maintenance, tous les métiers liés à la maintenance, le vieillissement des centrales, etc. Donc on se retrouve face à un moment historique où en fait la production va devoir changer, donc soit c'est la promesse des nouveaux EPR, soit c'est de nouveaux parcs éoliens, marins, solaires, etc. En tout cas une croissance. Et est-ce que, vu qu'on fait face à un chantier énergétique qui est peut-être aussi important que celui qu'on a eu à la fin du 19e, où les villes étaient d'immenses chantiers énergétiques, il fallait tirer des lignes, construire des centrales, etc. Je pense qu'aujourd'hui on est face à un chantier qui est de la même ampleur. On pose essentiellement la question de la production, mais pas celle de la structure. Or, la structure du réseau, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et voilà, on parle souvent de production, mais peut-être pas suffisamment des réseaux de transmission et de transport qui sont vraiment la matrice structurelle qui ordonne le tout, avec tous ces jeux d'interconnexion qui pourraient être autres. Alors, François Jarige, ce qui explique aussi peut-être la difficulté pour nous et pour les gouvernements, les gens en responsabilité de changer de focale en termes d'infrastructure et donc en termes de système de ressources, est-ce que c'est pas aussi l'appauvrissement de l'imaginaire, parce que pendant des années, même des décennies, pas tout le monde, mais enfin une bonne partie des gens ont cru effectivement à un récit unique qui était celui effectivement de l'ordre électrique, alors qu'il y a eu sans cesse, et vous le rappelez dans votre dernier livre, il y a eu sans cesse d'autres expérimentations, d'autres histoires, comme dit des futurs en advenus, qui pourraient aujourd'hui justement nous remplir à nouveau de nouvelles utopies, ou en tout cas de nouveaux imaginaires et de nouvelles expérimentations. Oui, tout à fait. Mais
pour revenir aussi sur... Je fais bien, je fais la transition. Mais oui, en fait, cette dépendance aux infrastructures, il faut le dire très clairement, hein, c'est un enjeu majeur. Les économistes parlent de dépendance au sentier. C'est-à-dire que les infrastructures sont tellement lourdes, tellement grosses, nécessitent tellement d'investissement et de coûts de maintenance, qu'y renoncer apparaît comme impossible. C'est-à-dire que ça devient une sorte de seconde peau, de seconde nature qui organise notre monde. Et comme elles sont là, elles sont en place, elles ont nécessité. Il y a des acteurs sociaux aussi, dont l'identité passe par le maintien, l'entretien de ces infrastructures. C'est pour ça aussi qu'elles s'accumulent. Parce que voilà, elles sont inscrites dans le sol, inscrites dans les imaginaires, inscrites dans les pratiques sociales, et donc elles paraissent indémantelables. Et tout l'enjeu, il va falloir poser la question, c'est qu'est-ce qu'on démantèle comme infrastructure. Et, alors évidemment, comme les infrastructures en fait, sont la base qui permet tout le reste, c'est-à-dire que notre société dite d'abondance est le sous-produit de cette infrastructure, des infrastructures qui ont permis 100 ans d'élévation du niveau de vie, disons les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, il y a un mur. Et croire qu'on va continuer d'installer des tas d'infrastructures pour permettre la poursuite de cette consommation débridée, en fait, c'est ça. On a pris conscience que ce n'était pas possible. Donc on essaye de négocier, de voir ce qu'on peut garder, ce qu'on peut pas garder. Mais c'est compliqué. Donc là, je rejoins la question, c'est est-ce que l'histoire peut être une ressource pour retrouver... Alors je pense qu'il faut faire attention, l'histoire ne peut jamais être une sorte de catalogue de solutions qu'on pourrait appliquer dans le présent. C'est ça Mais l'histoire est un catalogue infini de ressources pour se rappeler qu'on peut vivre différemment, qu'on a vécu différemment et qu'on n'était pas forcément plus malheureux. Moi, j'évite tous les discours misérabilistes de ceux qui considèrent qu'avant, alors certains diront 1800, d'autres le Moyen-Âge, d'autres 1950, les humains étaient des barbares, ignares et tristes, et aujourd'hui, on serait heureux et épanoui grâce à notre rapport à la consommation. Bon, ce macro-récit de la modernité, évidemment, il est fissuré, là, on peut dire, au minimum. Donc, précisément, l'enjeu, c'est de retrouver aussi d'autres rapports au monde vivant, et donc d'autres rapports aux infrastructures, pour essayer de maintenir un monde à peu près vivable. Donc là, l'histoire est quand même un réservoir de ressources infinies pour réouvrir l'imaginaire, parce qu'il faut juste se rappeler qu'il y a des gens qui vivaient avec très peu de ressources. Et parfois, alors je prends juste quelques exemples comme ça à la volée un peu. Au XVIIIe siècle, il y a déjà un énorme débat sur la question des infrastructures et des ressources. L'Europe est déforestée, la France a beaucoup moins de forêts qu'aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, la principale ressource énergétique, c'est le bois, soit sous forme de charbon de bois, soit sous forme de bois pour la combustion, pour la construction. Or, il n'y a plus de bois. Il faut bien voir que c'est quand même un gros problème à la fin du XVIIIe siècle. Il n'y a plus de bois, donc on cherche à économiser le bois ou à aller chercher de plus en plus loin. C'est l'époque du flottage à son apogée historique pour approvisionner les villes. Les infrastructures du flottage sont aussi intéressantes d'ailleurs à étudier. Bon, le flottage, vous savez, c'est on utilise les rivières pour faire venir les bûches du Morvan jusqu'à Paris, par exemple, pour approvisionner la consommation parisienne. Quand Paris atteint 1 million d'habitants, dans la première moitié du 19e, vous imaginez la quantité de bois qu'il faut pour la construction. C'est d'ailleurs pour ça que le charbon a été présenté comme un fabuleux produit écologique. C'est que le charbon allait permettre d'utiliser des ressources enfouies dans le sous-sol par la providence divine, et donc d'économiser le bois. Donc le charbon était, et c'est comme ça qu'il a été vendu dans la première moitié du 19e siècle, une manière d'économiser le bois. Bon, pourquoi je dis ça? Oui, au 18e siècle, il y a un gros problème avec du bois, et donc ça pose, les gens disent, mais faut économiser le bois. Il faut économiser le bois pour se chauffer notamment. Et donc il y a tout un débat au 18e sur quelle est la température idéale pour vivre au quotidien. Quelle température il faut? Donc il y a des savants qui ont montré que 11-12 degrés, l'hiver, c'est une température de confort. Mais ça, c'est fondamental. Parce que pour résoudre la question énergétique, si vous descendez à 12 degrés comme température de confort, vous avez réglé une bonne partie de la facture énergétique. Donc voilà, c'est une petite provocation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des solutions techniques, évidemment, on sait bien que l'enjeu, avant de repenser nos infrastructures, il va falloir décroître nos consommations. C'est la base. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils essayent de penser des infrastructures sans envisager en amont, au préalable, la décroissance. On verra les infrastructures qu'on peut installer et qui sont possibles quand on aura décru nos consommations. Donc il faut des politiques de décroissance de nos consommations, d'abord énergétiques, mais indirectement de tous nos biens matériels. Et ensuite, on mettra des infrastructures et il faudra évaluer collectivement ce qui nous paraît essentiel ou pas, etc. Et là, les débats vont commencer et les engueulades aussi. Et ce que je veux dire, c'est voilà, c'est des questions de représentation, de sensibilité, de rapport au monde. C'est-à-dire qu'on a tous des subjectivités consuméristes. C'est-à-dire on considère que le confort, c'est à 22 degrés, c'est de pouvoir aller à un point A, un point B hyper rapide, et si on n'a pas ça, on est triste.
Mais en fait, tant qu'on aura ces subjectivités-là et ces imaginaires-là, on ne pourra pas. Donc là, on peut redécouvrir comment les gens dans le passé se chauffaient, comment ils vivaient, comment ils dépensaient l'énergie. Et il y en a plein. À la fin du 19e siècle, alors je prends juste cet exemple, lorsqu'on invente l'électricité, lorsqu'on développe toutes les sources d'énergie et les grandes infrastructures de la modernité, c'est l'époque de la relance des petites éoliennes. Les petites éoliennes, vous savez, on en voit dans les champs, à la campagne, pour approvisionner les vaches dans les champs, il y a encore des résidus de petites éoliennes qui fonctionnent. Ça, c'est des inventions techniques modernes de la fin des années 1880-90 qui vont être installées un peu partout parce qu'on a besoin, avec le développement de l'élevage, de pompes assez simples. Et à l'époque, on peut pas, il n'y a pas d'électricité, donc on a besoin de systèmes autonomes. Et donc, on va développer des petites éoliennes rurales. Aux États-Unis, il y en a plus de 100 000 à la fin du 19e siècle qui ont accompagné la conquête de l'Ouest. On en a mis partout. C'est des dispositifs très simples. Le solaire passif était très employé. En Floride, dans l'entre-deux-guerres, on estime que la moitié des maisons avaient un système de solaire passif pour avoir de l'eau chaude. Et tout ça a été démantelé au milieu du XXe siècle, lorsque l'industrie pétrolière avait à refourguer sa production, et donc on a installé des systèmes de chauffage dépendants des énergies fossiles. Et ça, cette histoire, elle se répète régulièrement, quoi. C'est-à-dire que les solutions qui pouvaient être efficaces pour répondre aux besoins des populations vont être présentées comme archaïques, vieillottes, n'allant pas dans le sens de la modernité, et donc devant être remplacées par des systèmes plus puissants, plus efficaces. Il s'est passé la même chose dans les années 70-80 avec le chauffage électrique qu'on a installé dans les maisons, parce qu'on avait de l'électricité sans plus savoir qu'en faire à cause des centrales nucléaires, et du coup on a poussé les gens à mettre en place des radiateurs électriques qui sont le pire d'un point de vue énergétique en termes de rendement, et d'ailleurs de confort aussi. Donc, donc on voit bien que c'est pas tant la rationalité technique qui domine les choix d'infrastructure et les choix techniques, ce sont d'autres formes de rationalité qui sont à l'œuvre aussi. Fanny Lopez, vous appelez à réutopiser l'infrastructure. Qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous attendez par là et comment on réutopise? Alors oui, il y a l'idée que les préfigurations techniques nécessitent un travail spéculatif, que la question technique, elle doit nécessiter peut-être un peu de nouveaux points de vue, sortir de l'imaginaire dominant, transformer cette infrastructure infernale, c'est sortir de cet imaginaire-là. Alors, la question de l'utopie, c'est peut-être une section parmi d'autres, hein. Je viens juste rebondir aussi sur ce que tu disais, parce que quand on parle des réseaux électriques aussi, en effet, on se dit, si on augmentait à certains endroits où c'est possible, des autonomies énergétiques. Alors ça ne veut pas dire le faire dans des centres-villes ou dans des métropoles hyper denses où là clairement c'est pas possible. Le solaire c'est des énergies de surface, il n'y a pas la place, mais dans des zones plus rurales avec des régies communales, etc. On peut faire énormément de choses. Faire décroître déjà ce qu'on vient tirer sur le réseau à travers l'architecture, hein, qui est un secteur où déjà on peut transformer énormément de choses. Donc alléger les réseaux, c'est aussi augmenter ces autonomies-là. Après, il y a une autre piste qui me semble intéressante. Alors, il y avait un projet canadien qui avait fait ça, c'était pour le numérique, mais ça s'appelait Follow the Wind, Follow the Sun, suivre le soleil et suivre le vent. Donc, c'est un peu organiser l'intermittence. Ça veut dire quoi, organiser l'intermittence? Ça veut dire que peut-être, pour certains types d'activités, s'il n'y a pas, alors c'est assez radical comme truc, hein, mais c'est assez marrant ce projet, s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas d'énergie renouvelable, il n'y a pas. En fait, on peut imaginer que, alors évidemment, pour les systèmes hospitaliers, pour tout un tas de facteurs, non, on ne peut pas avoir de l'intermittence, c'est impensable, mais peut-être pour d'autres types de loisirs qui seraient très consommateurs d'électricité. Est-ce que Euro Disney a besoin d'être branché 24 heures sur 24 Non, peut-être il y a des choses qu'on peut débrancher. Donc ça, c'est, disons, des conceptions qui sont très différentes de ce qu'on a aujourd'hui dans l'ordre électrique, mais il y a des gens qui réfléchissent à des choses comme ça, et je pense que ce sont des pistes vers lesquelles aussi il faut aller. La question des utopies techniques, elle est aussi centrale, parce qu'on a souvent tendance un peu à dire que être technocritique, non, être technocritique, c'est pas être technophobe, et ça, je crois que tu l'as aussi très bien dit. Il peut y avoir une utopie de la technique, une utopie de la décroissance, qui passe par des objets techniques, qui sont des outils et des objets de médiation, etc. Donc c'est un peu repositionner ces discours-là. Ce serait quoi aujourd'hui des monuments énergétiques, low-tech, économes, enfin, d'un point de vue de l'imaginaire, qu'est-ce que ça donnerait? Après, dans les pistes aussi que je dessine ou qui m'intéressent, je me dis peut-être il y a la question d'inverser. Alors attention, le terme est un peu lourd. Inverser la hiérarchie
historique du système électrique. Notre système électrique, il fonctionne d'une façon très pyramidale. Les centres de production produisent de l'électricité qui part sur le réseau de transmission, qui va sur le réseau de distribution et qui va à l'ensemble des consommateurs. On pourrait imaginer un système beaucoup plus souple et beaucoup plus foisonnant où on a des consommations locales à partir de production locale et le réseau électrique devient une sorte de backup, de système de secours. Donc là déjà dans cette inversion, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça change le niveau de l'interconnexion. Il y a des exemples comme ça aux États-Unis qui sont assez intéressants parce qu'aux États-Unis, la libéralisation du marché de l'électricité a été excessivement forte et donc ça a donné lieu à des exemples assez radicaux, hein, tant d'un côté que de l'autre. Hein. Dans le Bronx, vous avez des coopératives énergétiques qui gèrent des distributions électriques pour dans un ensemble de logements de plus de 30 000 habitants, hein, donc une coopérative énergétique qui gère ça, et de l'autre côté, du logement de luxe qui s'empare aussi des objets micro-réseaux et autonomie électrique pour à une autre fin, hein, disons, sociale et sociétale. Donc on voit bien que quand on parle de micro-réseaux ou d'autonomie énergétique, etc., ça peut être utilisé à des fins différentes. Donc ça aussi, c'est une question qui est assez importante. L'autonomie ou la petite échelle ne garantit pas forcément un projet vertueux ou éthique, etc. Mais voilà, cette question d'inverser les hiérarchies, inverser cet ordre électrique, les systèmes d'interconnexion. Alors certes, c'est super complexe, mais c'est aussi prôner une forme de diversité, parce on est dans un monde technique super homogénéisé, hein, en gros, enfin, pour l'électricité, mais aussi dans tout un tas de choses. On a des produits excessivement standardisés, donc ce serait quoi une diversité infrastructurelle qui pourrait rejoindre aussi par endroits ce qu'on peut entendre autour des questions du biorégionalisme. Ce serait quoi un biorégionalisme technique? Donc voilà, donc c'est vers ça que peut-être on pourrait aussi aller ou réfléchir. Est-ce que François Jarry, vous voulez dire un dernier mot avant qu'on passe la parole aux questions C'est bon ? Et dire en tout cas que tout ça n'est pas plus farfelu que imaginer des centrales nucléaires sur la Lune comme le projette la NASA sur 30 ans. Ah oui, non, ça n'avait pas vu. Les centrales nucléaires sur la Lune, c'est vrai que je n'avais pas vu ça. Alors, est-ce que certains d'entre vous... Oui, il y a une dame là-bas. Là, levez bien vos mains, non? Oui. Merci. Voilà, vous m'entendez? Merci beaucoup pour vos éléments passionnants. Alors, je vais poser une question qui est plus un commentaire, on va dire, qu'une question, parce que je sais que l'une et l'autre, vous êtes historien et historienne. Mais je m'étonne, en fait, dans votre façon de présenter les choses, qu'en fait, il y a une grosse absence de l'humain qui construit et qui ensuite maintient et entretient les infrastructures. C'est un peu comme si une fois qu'elles sont là, elles sont là, puis elles continuent leur vie toutes seules, et puis un jour elles s'effondrent, comme on a parlé hier du pont de Gênes. Et en fait, je trouve qu'il y a une forte invisibilisation, ou peu de visibilité. Enfin, vous n'êtes pas les auteurs de l'invisibilisation, mais d'une manière générale, socialement, on oublie toutes ces petites mains qui sont d'ailleurs souvent au bas de l'échelle sociale. Je pense aux gens qui réparent les nids de poules sous un soleil à 50 degrés en été sur nos routes. Et on les oublie. Et on fait effectivement comme si l'infrastructure, peut-être à cause du mot structure, il y avait personne derrière. Voilà. Oui, désolé. Non, mais vous avez raison. Là, on a toujours l'exercice difficile de ces débats sur des thèmes quasiment métaphysiques énormes en une heure. Non, mais vous avez raison. Alors, je les ai évoqués rapidement en disant que chaque infrastructure construisait son monde social aussi, ses nouveaux métiers, ses nouvelles activités, ses nouveaux prolétaires. Et par ailleurs, vous avez raison de poser cette question parce que je pense que c'est dans les sciences sociales aujourd'hui l'un des sujets qui intéresse le plus. Donc en fait, on a mal représenté les sciences sociales contemporaines. Il y a un bouquin qui va sortir à la découverte sur la question de la maintenance, la rentrée. C'est justement un enjeu central des sciences sociales aujourd'hui. C'est peut-être ce que les sciences sociales peuvent apporter par rapport aux travaux des ingénieurs qui ont une pensée très abstraite. Et je regrette qu'on ait finalement reproduit cette pensée abstraite des ingénieurs dans nos petits speeches. Mais vous avez raison. Ce que peuvent apporter les sciences sociales, c'est justement de réhumaniser ces infrastructures. Alors le risque pour moi aussi, c'est de dire qu'il ne faut pas... En montrant qu'il y a des tas de petites mains à tous les niveaux, partout, tout le temps, évidemment, dès qu'il y a une structure matérielle, il y a des humains, puisque des fois on a l'impression que la technique elle fonctionne toute seule, et la technique ne fonctionne jamais toute seule. Hein.
C'est ce qu'a bien montré Casilli aussi à propos du numérique, avec tous les travailleurs invisibles derrière le mythe de l'automatisation et du robot. Et il y a ça avec toutes les infrastructures. C'est vrai que c'est des grands macrosystèmes techniques finalement qui impressionnent par leur taille, et on oublie la multitude des humains. C'est pareil avec tous les réseaux, avec toutes les infrastructures. Vous avez toujours des travailleurs, des prolétaires. Souvent justement, ce sont des prolétaires qui accompagnent ces infrastructures. Donc en fait, il y aurait peut-être, on n'en a pas parlé parce qu'il y a justement trop de choses à dire, et que chaque infrastructure produit son monde social, ses acteurs sociaux, ses professionnels très différents. De certaine manière, entre les cheminots qui font fonctionner le réseau ferroviaire, les électriciens. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'en histoire, si on fait l'histoire sociale des infrastructures, on se rend compte qu'autour des infrastructures se sont aussi structurés des milieux sociaux très singuliers, y compris d'un point de vue politique, y compris d'un point de vue social. Je veux dire, le monde des électriciens est un monde très intéressant. Dans l'histoire du mouvement ouvrier, c'est des gens qui ont obtenu une position sociale aussi lors de la nationalisation d'EDF. C'était un statut envié d'être électricien. Mon père était électricien. Et quand son père, il voulait qu'il devienne électricien dans les années 50-60, parce que c'était un métier d'avenir, avec la sécurité de l'emploi, il y avait EDF, etc. Et c'est souvent d'ailleurs, et ça c'est intéressant, vous avez raison, c'est souvent les petites mains, ou en tout cas les prolétaires des infrastructures, deviennent des acteurs sociaux très importants. Et le rôle de ces acteurs peut contribuer aussi à changer les infrastructures. Je prends juste un exemple très simple. Autour des infrastructures du charbon, s'est développé le monde des dockers, le monde des mineurs, c'est-à-dire les groupes ouvriers qui étaient au cœur des luttes sociales, qui étaient les plus revendicatifs, les plus puissants socialement, et qui surgirent le spectre de la grève générale au tournant du XXe siècle. Donc, autour des infrastructures se développe, voilà. Et d'ailleurs, il y a même un Américain qui a développé la thèse que l'essor du pétrole, qui s'appelle Timothy Mitchell, qui s'appelle Carbone Démocratie, le pétrole à l'âge, je ne sais plus à quel âge, mais bon, Carbone Démocratie, la thèse qu'il développe, je vous la dis très rapidement, c'est que le poids des mineurs, des dockers, de tous les travailleurs qui accompagnaient la circulation du charbon était devenu tel dans les sociétés occidentales que, en gros, les pays d'Europe de l'Ouest ont choisi de passer au pétrole pour se protéger de la révolution sociale et marginaliser ces groupes particulièrement organisés, structurés, puissants et revendicatifs. Donc, parce que l'avantage du pétrole par rapport au charbon, c'est que le pétrole, c'est du liquide qui circule de façon beaucoup plus fluide et automatisée. Il y a des tuyaux. Donc, il y a besoin de beaucoup moins de petites mains pour faire circuler le pétrole via les oléoducs qu'il ne fallait de mains pour faire circuler le charbon, puisqu'il fallait le décharger, le recharger, etc. Il y avait une série de métiers qui étaient là-dedans. Donc, Donc, d'une certaine manière, il y a une histoire sociale du pétrole par rapport au charbon, de la rivalité entre les deux, autour du poids de la main-d'œuvre qu'accompagne chacune de ces ressources énergétiques, en fait. Bon, c'est dit un peu rapidement, mais c'est un exemple de choses qui pourraient être développées dans cette perspective. Et juste, je fais une note de bas de page, parce que je parlais de Casilli, c'est Antonio Casilli qui a écrit notamment En attendant les robots au seuil. Fanny, tu veux revenir aussi? Non, je pense qu'en effet c'est super important, le régime socio-technique, la dimension sociale, tant dans les contestations que dans tous ces gens qui font fonctionner les infrastructures, elle est centrale. Et on voit aussi les mobilisations sociales qu'il y a autour des infrastructures dans tous les projets de remunicipalisation, alors que ce soit en Allemagne, on a pas mal d'exemples, puisque la réglementation électrique est un peu différente de la nôtre et, disons, ils peuvent aller un peu plus loin sur la question de la distribution et de la réappropriation. Et c'est une collègue de Genève, Laure Daubigny, qui avait fait une très belle thèse, des articles et un bouquin maintenant, qui est socio-anthropologue des techniques. Il y a tout le sectopra aussi, qui sont des socio-anthropologues, donc qui reviennent vraiment sur ces sujets, sur les humains qui font tourner ces machines. Et elle avait montré dans sa thèse, finalement, que dans un certain nombre de projets, notamment en zone rurale, quand on a des collectifs qui sont investis dans une forme de réappropriation énergétique, et bien en fait on a un effet de sobriété et de baisse des consommations. Et du coup ce rapport, il était assez fort et je l'avais trouvé assez stimulant, même si là on ne parle pas des travailleurs, disons, de ces grandes centrales, du nucléaire, de la maintenance ou d'autres types d'objets, les routes, etc. Mais c'est d'autres personnes qui font aussi fonctionner des infrastructures et qui évidemment jouent un rôle fondamental, puisque derrière il y a toujours des individus avec des histoires et des... Ouais. Merci pour cette excellente question qui a suscité de passionnantes réponses. Monsieur, attendez, il y a le micro qui arrive. À propos de la voie d'eau, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que vous disiez que c'était un folklore. Bon, d'une part, le réseau Freycinet s'impose après le chemin de fer et permet une économie de 7 fois la consommation d'énergie. Une simple péniche transporte 7 camions remorques avec le même moteur.
Et donc, on a donné des primes de déchirage, et maintenant, on va chercher des bateaux en Pologne. Non, mais oui, c'était une boutade de mal placée. Non, mais vous avez raison, les canaux ont joué toujours un rôle important. Dès qu'on a pu utiliser les canaux, tout le monde avait bien conscience que ça coûtait beaucoup moins cher. Donc on a essayé de les utiliser, de les optimiser au maximum. Mais quand, bon, j'ai plus les chiffres en tête, mais quand vous regardez le fret avec les canaux et le fret ferroviaire à la fin du 19e siècle, le ferroviaire a pris l'essentiel de la part. Donc, le projet qui était mis... Oh, je ne crois pas que ce soit typique à la France. Alors en Angleterre, les canaux ont joué un rôle majeur. C'est-à-dire que les canaux, c'est ce qui a permis la révolution industrielle en Angleterre. C'est ce qui permettait d'acheminer la matière première aux usines, d'acheminer le charbon. Et c'est seulement dans un second temps que les chemins de fer sont arrivés, quoi. Donc vous avez raison, il ne faut pas marginaliser les canaux. Et de toute façon, ils ont un rôle très important à jouer. Il faut justement leur redonner un rôle, leur donner une place. De toute façon, les voies d'eau ont un rôle majeur à jouer. Mais par rapport au projet qui était celui du XVIIIe siècle, de faire de ces infrastructures ayant le cœur de l'économie et de la circulation des flux, évidemment, c'est au moment précisément où les canaux sont arrivés à maturité en termes de construction que est arrivée cette nouvelle infrastructure qui va en quelque sorte les dépasser. Mais comme je le disais, en fait, ça les a pas remplacés. C'est-à-dire que ça s'est associé aux canaux, hein, pour des usages différents, etc. Donc les deux sont développés, mais les chemins de fer ont quand même pris l'essentiel de la place, quoi. Il y a 2 questions. Moi, j'ai une question à propos des réseaux électriques et de l'idée d'inverser le sens du flux avec des productions locales et peut-être une production descendante en backup. Quoi qu'on fasse, tous ces réseaux sont reliés et le problème majeur, c'est l'équilibre de ces réseaux et la régulation. Et j'avais justement entendu des projets comme ça il y a une dizaine d'années et j'espérais ça de mes voeux avec l'avènement de maisons non seulement passives mais productrices d'électricité. Et l'élément clé semblait la manière de réguler tout ça, et elle est apparue sous la forme de quelque chose qui est tout à coup devenu, semble-t-il, qui a été refusé par la population, qui est le compteur Linky, qui permettait justement, normalement en temps réel, de réguler une production dans un quartier, une demande à l'autre bout de ce quartier. Et voilà, je me demandais... Pardon. Non, mais tout à fait. Enfin, ça, c'est hyper intéressant et hyper important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique, la façon dont il vient s'ajouter au réseau électrique, c'est pour gérer ces flux bidirectionnels avec toute la complexité pour RTE qui est de dire on voit qu'on doit gérer, et c'est une vraie difficulté, à l'échelle nationale, ce qui est consommé à tel moment, tous les jours de l'année, à toute heure, etc. Et le compteur Linky nous aide, le numérique nous aide à gérer les flux en temps réel. Donc ça, c'est le modèle Smart Grid tel qu'il est en train de se mettre en place pour une facilité, entre guillemets, flexibilité, c'est ce qu'ils appellent la flexibilité. On intègre des énergies renouvelables qui partent dans le réseau et puis on fait la grande distribution. Avec finalement une vision très pyramidale, c'est-à-dire que l'ensemble des micro-productions sont gérées dans cette espèce de bourse énergétique là, et ensuite les choses sont renvoyées. Il y a des modèles d'interconnexion qui sont un peu différentes. Alors c'est dans des zones aux États-Unis où les réseaux électriques sont super fragiles, donc on a des micro-réseaux qui viennent un peu en renfort, un peu comme des pansements, sur un modèle qui peut être assez différent, où l'outil numérique peut avoir un rôle à jouer, pourquoi pas. Après il faut voir comment, de quelle façon et quelle est la finalité, hein. C'est toujours pareil, c'est comme l'électricité, comme la technique ou comme le numérique peut avoir un rôle à jouer à certains endroits. Aujourd'hui, il me semble que le numérique, dans la perspective Smart City, est assez problématique, puisque finalement c'est le renforcement du grand système technique électricité dans une perspective toujours, développementiste, hyper productiviste, etc. Mais on a des exemples où l'outil numérique peut aussi être utilisé à d'autres fins. Donc oui, en effet, le compteur Linky rentre dans la perspective. Mais il y a, ce qui est assez troublant, c'est qu'il y a assez peu de travaux là-dessus, évidemment de la part de la direction d'RTE et Enedis. RTE, c'est quand même le productivisme nucléaire, hein. Les réseaux électriques tels qu'ils ont été conçus, absorber le voltage qu'ils absorbent, c'est parce que c'est aussi de la production nucléaire. Si ça avait été des renouvelables, ça aurait peut-être une taille différente, etc. Donc tout ça est connecté. Mais en tout cas, il y a assez peu de travaux et de réflexions sur des modes de distribution et de transmission alternatifs. Chaque fois, ça échoppe très vite en disant ça va être beaucoup plus cher, ça va être, alors que le renforcement du réseau
aujourd'hui, tel qu'il est prévu par RTE, c'est des dizaines et des dizaines de milliards chaque année. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, moi, c'était surtout pourquoi ça a été perçu comme un outil de contrôle politique. Et enfin, la plupart des gens, quand même, disaient on va savoir ce qu'on consomme, alors que l'idée était plutôt de réguler, et ça pourrait être utilisé dans un sens de frugalité, enfin de développement de frugalité, de meilleure utilisation globale et collective de la ressource. Voilà. Je laisse pas la parole dans un instant. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'à ce moment-là, il y a eu, alors il y a une dizaine d'années, pas mal de débats sur l'autoconsommation individuelle et collective avec les énergies renouvelables. Les gens allaient pouvoir mettre un panneau solaire, consommer un peu moins, et puis tirer un fil et en donner aux voisins, etc. Or non, les micro-réseaux sont interdits. Vous ne pouvez pas tirer un fil dans un village, etc. Et je pense que... Attendez, je m'embrouille là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ouais. Qu'il y a eu énormément d'espoir autour d'autres possibilités de gestion, de transmission. Il y a eu des contentieux, il y a eu des affaires de jurisprudence, des micro-réseaux qui ont quand même été réalisés, des DIS qui apportent des plaintes, etc. Ça s'est refermé très vite. Et je pense que le compteur Linky, voilà, c'est ça, a aussi catalysé et finalement une figure de réseau très centralisée qui vient chercher chez les gens ce que vous consommez, ce que vous mettez, puis vous faites rien, de toute façon vous pouvez rien faire. Vous pouvez à la limite mettre des panneaux solaires subventionnés sur votre toit et puis EDF ou d'autres fournisseurs ou acheteurs vous donnent un peu d'argent. Donc en fait c'est une situation qui est complètement bloquante et assez asservissante. Enfin, c'est disons une vision de l'intégration du renouvelable qui est très univalente et qui ne laisse absolument aucune perspective. François, vous voulez revenir rapidement et après on prend une question. Non, mais rapidement, là, si on part là-dessus, la discussion va être sans fin. Mais sur le Linky, pourquoi est-ce que les gens sont posés d'avant? Moi, j'ai envie de dire 90% des. Je sais pas, j'ai pas la stat, mais ça doit être au moins 90% des compteurs ont été changés. Donc l'opération a eu lieu malgré les oppositions et elle a eu lieu quand même de façon extraordinairement rapide, assez brutale. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est opposé au Linky? Il y a plein d'arguments. Il y avait des arguments sociaux, des arguments écologiques. Disons pourquoi on va remplacer des millions de compteurs qui fonctionnent avec de la quincaillerie nouvelle. Tout ça a été vendu avec un argument selon lequel on va réduire les consommations d'énergie via au Linky. Pourquoi? Parce qu'on va responsabiliser les gens qui verront ce qu'ils consomment. Donc s'ils voient ce qu'ils consomment, ils consommeront moins. Donc outre que ça renvoie à une lecture très simpliste du citoyen consommateur, en plus c'est faux. Et les gens ont eu le sentiment qu'on essayait de leur imposer le vieux réseau macro à l'ancienne en leur vendant toute une série de discours. Et donc ce qui se passe, il me semble, aujourd'hui, dans la conflictualité autour de ces débats techniques, très techniques, c'est que précisément les gens ne veulent plus déléguer toute confiance à l'État et à ses agents autour de ces enjeux. Donc il y a toujours des débats. Moi personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ça permet à la fois de se réapproprier la connaissance des processus, parce que ces gens qui étaient contre le Linky, du coup, ils se sont renseignés pour savoir ce que c'était, comment ça marchait, etc. Et puis, ça permet de remettre en débat public des choses qui, sans cela, seraient installées dans une sorte d'omerta de façon totalement confidentielle. Et c'est quand même des enjeux publics et collectifs qui doivent être mis en débat. Donc moi, j'ai envie de féliciter tous les gens qui se sont opposés au Linky, parce qu'ils ont contribué à la politisation et donc au débat sur ces sujets qui, sans ça, s'arrêtaient des trucs réservé à quelques spécialistes. Quoi. Monsieur. Bon, merci pour votre intervention qui donne à réfléchir. Une première réflexion que j'ai le sentiment que les éléments que vous avez, c'est la France. Et la France, on est extrêmement centralisé et étatique. Qu'est-ce qu'il en est dans les pays étrangers? L'Allemagne qui est un peu plus fédérale, voire les USA qui sont beaucoup plus libéraux. Et est-ce qu'il n'y a pas un glissement entre deux mots, une infrastructure et un réseau? Une infrastructure, ça sous-tend que c'est centralisé. Un réseau, ça a été l'invention d'Internet, l'utopie du départ, qu'avaient compris les militaires d'ailleurs. C'est qu'on fait un maillage, un réseau sur un filet, pour pas que ça pète et que ça soit résilient. Donc on pourrait très bien imaginer des choses qui sont des vrais réseaux résilients, et à l'inverse, on peut aussi imaginer des choses qui sont très, très centralisées pour contrôler. Et je reviens sur l'histoire de l'électricité. Il y a une seule chose qui est importante, c'est qu'en France, il y a le monopole de la distribution. Ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut, mais on ne peut pas mettre un fil qui traverse la rue et qui transporte de l'électricité. Ça veut dire qu'il y a un moment où il y a un monopole qui tient tout le reste. C'est ce qu'on a abordé rapidement tout à l'heure sur la capacité de produire, effectivement. Oui, non, en effet, il y a pas de... Mais d'ailleurs, en Europe, la réglementation
à peu de choses près est à peu près la même. Hein. C'est-à-dire que les micro-réseaux privés sont interdits, il y a un monopole dans le champ de la distribution. Vous citiez l'Allemagne, et en effet, c'est fait partie des exemples qui, d'un point de vue des politiques décentralisatrices, sont les plus intéressants, entre guillemets, avec toute l'histoire des Stadtwerke, des régies municipales, où on a eu à Hambourg la remunicipalisation du réseau électrique, dans d'autres zones aussi rurales, etc., alors qui reste quand même assez contrainte, mais il y a quand même une réglementation européenne, hein, le réseau électrique aujourd'hui il est européen, et ça du coup ce macro-système technique-là, en effet, hein, on parle de la France, mais non, on parle bien de l'Europe, parce que ça se joue à l'ensemble de ces échelles. Donc transformer, ça veut aussi dire réfléchir avec nos collègues et nos voisins, puisqu'on a cette infrastructure en partage qui ne simplifie rien. Et après, aux États-Unis, c'est assez différent, puisqu'il y a 3 grilles électriques aux États-Unis, il n'y a pas de monopole sur la distribution, donc on a des exemples un peu plus souples. Mais en effet, il y a une vision internationale qui est absolument importante à avoir, et là, on parlait surtout, en tout cas, je parlais surtout de la France, des RTE, du monopole Enedis, et j'ai peut-être trouvé la deuxième partie de la question. Mais... Non, mais c'était très, très pertinent. Moi, j'ai pas de réponse à tout, je suis qu'un historien. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est oui, mais je crois que vous avez raison, il y a une spécificité française qui peut s'expliquer de plein de manières. Mais cette logique de centralisation, elle n'est pas propre à la France. On la retrouve, en fait, elle est propre au modèle des infrastructures et des grands réseaux. Je veux dire, les premiers pays qui ont mis en place des grands réseaux de distribution électrique à très haute puissance, c'est les États-Unis et l'Union soviétique dans l'entre-deux-guerres. Dans des logiques où justement l'État prend en charge les choses, notamment dans les années 30, lorsque c'est la crise et qu'il va falloir construire des grandes infrastructures pour relancer l'économie. Et donc là, on a aussi des modèles qui ont été très centralisés. Après, évidemment, dans chaque pays, la question des différentes échelles, et après, si on s'intéresse à d'autres espaces qui ne sont pas industrialisés ou pas européens ou nord-américains, les situations sont évidemment extrêmement hétérogènes. Il n'existe pas de réseau très localisé d'approvisionnement énergétique en Asie, en Afrique, etc. Donc, les situations sont très complexes. Il y a quand même une tendance de fond. Il y a cette dialectique permanente entre le local et le global, entre les différentes échelles qui sont en friction. Mais il y a la tendance de fond, c'est la tendance à la centralisation et à la prise de contrôle des infrastructures par les États modernes et par des États qui sont de plus en plus centralisés quand même. Il me semble que c'est des mouvements dominants qu'on peut nuancer de plein de manières dès qu'on s'intéressera à un terrain concret particulier. Mais merci beaucoup à vous deux, c'était passionnant, et merci à tous pour votre écoute.